Bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque online, une première pour moi. À ce titre, je sollicite votre bienveillance initiale concernant la piètre qualité sonore et visuelle de cette présentation. Intitulée même, la main de l'animateur, celle-ci se consacre à l'étude d'un type de générique devenu fréquent dans le cinéma d'animation, celui où la main de l'animateur dessine initialement les dessins qui vont ensuite s'animer et former le corps du film. En relisant l'ouvrage consacré à Émile Cole par Pierre Courtet-Cole et Bernard Génin, un passage a attiré notre attention. Il est situé en page 22 et accompagne en note deux photogrammes de Fantasmagorie. Le premier film de Cole, daté de 1908, est souvent présenté comme le premier dessin animé. Ouverture de la citation. En passant en main le petit clown du premier plan de Fantasmagorie, Émile Cole se met d'emblée en scène comme auteur. Il sera bientôt imité par les premiers cinéastes d'animation qui commenceront leur premier cartoon par l'apparition de leurs mains au travail. Cette note nous a attiré car elle mettait le doigt sur un élément, en l'occurrence un type de générique d'ouverture devenu presque, sans mauvais jeu de mots, générique, et dont effectivement on a l'impression d'avoir assisté maintes fois à la réitération dans d'autres œuvres, même beaucoup plus proches temporellement de nous, initiant ainsi une vraie réflexion sur la postérité de l'acte fondateur de Cole. Une réitération tellement fréquente, une telle circulation, pour reprendre le mot que nous propose ce colloque, qu'elle pourrait même s'appréhender comme un poncif, voire même comme un véritable mème. Il y avait, en suivant cette idée, à comprendre l'évolution et les répétitions de cet acte visuel pour essayer de voir comment ce mème s'inscrivait dans le temps, dans les temps, passant du père des dessins animés aux nombreux réalisateurs qui l'ont suivi. En outre, l'interprétation même de ce mème pouvait poser des questions. La main qui crée est un élément qui est loin d'être propre à l'animation. Ce geste se retrouve aussi bien en peinture, avec les autoportraits où le peintre se livre en tant que peintre de lui-même, en bande dessinée dans l'interaction avec la manifestation d'une instance autoriale, venant bouleverser le cloisonnement des cases. Même en littérature, une telle ouverture pouvait devenir archétypale, alors que j'écris ces lignes. Toutefois, on peut aussi se demander si réduire ce geste à la volonté seule de se mettre en scène comme auteur, comme réalisateur, comme créateur, comme démiurge, est la seule manière d'analyser ce même. Éric Doderin et Philippe Moins, de l'atelier Grafouille, dans Sa bouge, jeu optique et film d'animation, insistaient ainsi sur un autre aspect en n'évoquant non plus l'auteur, mais l'acteur. Ouverture de la citation. La main de l'animateur elle-même est un excellent acteur, inattendu. Fin de la citation. Voici donc comment Cole ouvrait en 1908 Fantasmagorie, considéré comme le premier dessin animé au sens cinématographique du terme, par sa propre main au travail, dessinant le protagoniste des fantaisies qui vont suivre et anticipant l'idée de métamorphose propre à la ligne tracée. Mais comme l'a souligné Valérie Vigneault dans Quelques signes de main dans le cinéma d'animation français des premiers temps, un article daté de 2009, la main ne se limite pas à la seule ouverture du dessin animé. Elle peut aussi intervenir au-delà du générique dans le film lui-même. L'insertion de la main, reprise par d'autres auteurs, des Français, comme ici Robert Lortac dans La maison automatique de 1921, ou dans la slide à suivre par Au galop dans On doit le dire en 1918. L'insertion de la main rend compte de la naissance du dessin animé. Elle est ce trucage, ce tour de passe-passe qui rappelle les liens du cinéma des origines et une forme de magie, de prestidigitation en tant qu'acte de naissance du dessin animé, affirmation de sa vitalité filmique face au dessin. Cette image circule bien. Ainsi, sans qu'on puisse parler de référence explicite à Cole, les débuts du dessin animé semblent malgré tout trop troubles pour une généalogie revendiquée. La main apparaît bien chez les cartoonistes américains, dès
appelle Otto Mesmer pour les aventures de Félix le Chat en 1919, ou Louis Seal, Oscar Fischinger pour Pierrette en 1921, et dans l'exemple qui va suivre, chez Max Fleischer pour Coco le Clown dans Out of the Inkwell, The Modeling. Faut-il simplement trouver là le gimmick naturel de l'animateur-dessinateur, vrai créateur, ainsi qu'il semble se perpétuer tout au long du dernier siècle? Comme le rappelle encore une fois Valérie Vigneault, ouverture de la citation, récurrent de 1908 à 1923 probablement, le motif de la main pourrait être envisagé comme le marqueur d'une compréhension partagée des enjeux du cinéma d'animation naissant. Fin de la citation. C'est ainsi l'idée de la révélation du truc qui est la manière même dont le cinéma d'animation a tout d'abord été qualifié. La présence de la main, parce qu'elle rappelle la présence du dessinateur, de l'artiste, permet de distinguer le film de la technique et ainsi s'affranchir du truc. Le spectateur, pris par la main, est convié à partager un univers singulier, ou autrement dit une œuvre. Fin de la citation. Nous pourrions, comme Valérie Vigneault, citer ici un extrait significatif d'éloge de la main, Henri Faucillon. Les mains sont l'instrument de la création, mais d'abord l'organe de la connaissance. Elles sont presque des êtres animés. La main est action. Elle prend, elle crée, et parfois on dirait qu'elle pense. De fait, même si la main prolifère dans le cinéma d'animation, c'est aussi pour souligner l'évolution des techniques. Le passage au papier découpé qui rend possible la création de films d'animation plus longs et plus aisés à produire. Et cette main devient, dans le cinéma en prise de vue réelle, la main qui actionnera la caméra ou la voix criant action et qui rebondit de film en film. Elle symbolise donc l'acte créateur, cela semble certain et évident. Elle assume une paternité créatrice sans équivoque. Elle est une sorte de Deus ex machina devenue visible. Elle marque aussi les esprits en ramenant le dessin animé, ou plus largement l'animation, à la lourdeur de son processus même. Elle rappelle ce qu'il faut de dessin ou de modification pour réaliser quelques minutes de film. On le sait bien, il s'agit presque parfois d'une forme d'argument de vente en faveur du dessin animé. Les chiffres deviennent vite astronomiques. 72 000 images pour un dessin animé traditionnel d'1h40. Dans Gertier le dinosaure, en 1914, Winsor McCay, qui interagit souvent physiquement avec ses dessins animés, fait ainsi de la quantité de dessins nécessaire un pur gag visuel. Elle est aussi dans un mouvement presque paradoxal, un trucage qui renforce en détournant l'attention du dessin qui s'anime, en révélant comment les lignes vont bouger, le mouvement même de l'animation. Rien d'étonnant pourtant à ce que ce même se dilue par la suite, apparaissant plus épisodiquement. Avec Walt Disney, c'est en effet aussi l'idée d'une perfection invisible de l'animation qui va s'imposer, rejoignant en quelque sorte la position du peintre Ingres. Ouverture de la citation. La touche, si habile soit-elle, ne doit pas être apparente, sinon elle empêche l'illusion et immobilise tout. Au lieu de l'objet représenté, elle fait voir le procédé. Au lieu de la pensée, elle dénonce la main. Fin de la citation. Rien de surprenant alors que dans ceux qui vont continuer à faire intervenir leurs mains, ils ne s'en trouvent aussi pour en prendre le contre-pied et pour moquer le travailleur. Le créateur, Dieu dans son monde face à son Adam, sera moqué, humilié, contraint, le travail est détruit, effacé, comme aboli. Sans prétendre à une intenable exhaustivité de ce qui pourrait être le premier même du cinéma d'animation, on peut retrouver cette main qui dessine tout au long du siècle dernier. Ainsi, vous connaissez certainement la célèbre série populaire La Linea, de l'italien Osvaldo Savandori.
On le voit, le même est bien à l'œuvre. Davantage même, il se prolonge sur tout l'espace du film, comme déjà chez Cole, où la main revient recapiter la tête tombée de Fantoche. Mais en même temps qu'il affirme le rapport entre créateur et créature, entre réalisateur et réalisation, il joue aussi à détourner celui-ci en instaurant une inversion des rapports de force. La créature commande au créateur. Elle peut même d'ailleurs lui échapper, comme dans Manipulation de Daniel Greaves. La créature survit in fine au départ du réalisateur. Il y a là une belle lecture symbolique de la création de ce court-métrage. Initialement conçu comme un moyen de s'évader des travaux alimentaires de Greaves, le film finira par gagner l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1992, l'œuvre échappant là aussi au créateur. Comme l'a souligné Marie Martin dans une conférence consacrée à Greaves, le titre même est intéressant, jouant sur le double sens du terme. La manipulation, c'est l'importance de la main dans le fantasme d'animation d'un personnage, mais c'est aussi l'action plus ou moins consciente exercée sur une personne pour la diriger à sa guise, lui donner un effet d'optique qu'on peut littéralement toucher du doigt, tout en le lui faisant oublier le truc, au profit d'une narration. La créature est le jouet de la main qui occupe tout l'espace filmique, comme dans Genre de Don Hertzfeldt. Et la main finit, implacable, par occuper tout l'espace, par hanter le personnage, comme dans le cruel chef-d'œuvre de J. Trenka, La main, daté de 1965, où celle-ci prend à la fin le pinceau pour rosir les joues du pauvre sculpteur qu'elle a mené à la mort. Rien d'étonnant à ce que les personnages luttent, cherchent à s'échapper, s'émanciper, pour trouver à travers différentes incarnations qui balayent les techniques de l'animation leur liberté, comme dans Fugada Animata d'Augusto Roque, mais aussi pour se substituer aux créateurs, devenant dessinateurs à leur tour, comme dans Pumpkin Striker de Jesus Perez.
Comme le montrent ces deux derniers exemples, il y a aussi une extension du même qui le sort du strict dessin. Du dessin, on passe ainsi aisément à l'animation en volume. Comme chez Cole d'ailleurs, dans les fantaisies d'Agénor mal tracées en 1911, où la main ouvre le film en déposant un œuf au centre de l'écran. La main reste l'objet opérant, l'acteur et l'auteur, celui qui donne naissance, le Dieu. Une telle symbolique est à mon avis assez visible dans ce qui est logiquement le film le plus personnel de Peter Lord, Adam. On retrouve la même idée dans Fresh Guacamole 2012 de Pes, voire même dans Via dello Gioco de 2009 de Donato Sansone. Pour finir sur cette extension du même, cette circulation qui se met à bifurquer, il faudrait aussi faire un sort à la question de la révélation de l'artisanat artistique mis en œuvre par l'animation, et qui pourrait être un héritage direct du geste inaugural de Cole. Ainsi fréquents sont aujourd'hui les génériques de fin ou dans une sorte de making-of clandestin, le spectateur se voit expliquer la manière dont l'œuvre qu'il vient de visionner est créée. Encore une fois, on nous ramène ainsi à l'enjeu créatif, ainsi qu'à une notion d'exploit propre à l'animation. Mais on inverse toutefois la situation du spectateur face au paradoxe que représente l'ouverture, en privilégiant une surprise et une prise de conscience finale, plutôt qu'en introduisant une tension paradoxale initiale. Pour en revenir à Cole et à son geste inaugural, il faut aussi nous questionner sur l'antériorité de son geste, non en peinture ou en dessin, mais bel et bien en animation. James Stuart Blackton, qui a appris à Cole le titre de premier dessin animé sur support photographique, avait déjà en effet usé du même stratagème introductif dans Humorous Faces of Funny Faces.
Sans entrer dans le débat du premier dessinateur animé, premier animateur, Paul n'est donc pas réellement le créateur de ce même fondamental. Le même, puisqu'il marque chez Blackton l'ouverture mais aussi la fermeture, la fin, lorsque la main revient à effacer les traits sur le tableau noir, même contaminant l'intégralité du film. Il faut certainement rappeler ici deux choses. D'une part, la dépendance du cinéma d'animation à la caméra, qui de fait établit une forme de prééminence de la prise de vue directe, toujours opérante aujourd'hui, et ouvre sur la question de l'hybridation entre prise de vue réelle et animation, une fusion dont on connaît la longue postérité. Nous citerons ici le Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, sorti en 1988 et dont le titre original, Who Framed Roger Rabbit, est très révélateur dans le contexte de notre évocation. D'un autre côté, ce même symbole du peintre, du plasticien, rappelle ce que Patrick Barrès, dans le cinéma d'animation, un cinéma d'expérience plastique, énonce comme un fait indéniable. Celui-ci est, dans son apparition et son contexte historique, un cinéma d'artiste plasticien. Il n'est évidemment pas innocent que Paul ait été dessinateur et photographe. Il ait pratiqué la peinture en pur amateur avant de devenir caricaturiste, puis père du dessin animé, un titre qu'il revendiquait avec fierté. Ou encore, aujourd'hui, le dessin animé, le dessin traditionnel soit si présent dans les réflexions des grands animateurs. Nous n'en citerons qu'un, Hayao Miyazaki, déclarant que, ouverture des guillemets, pour gagner la qualité de l'image, il faut mieux travailler à la main. Fermeture des guillemets. La passion du dessin accompagne ainsi l'idée d'une création autonome, aujourd'hui inscrite contre l'animation mécaniste, parfaite, qui a généré le Fordisme de Disney puis les possibilités numériques. Jeff Cher, un réalisateur indépendant américain, défend ainsi la main comme mode créatif plutôt que comme outil. Auteur autant qu'acteur, rappelant ainsi que l'apparition de la main dessinant ce qui va s'animer semble rester avant tout aujourd'hui la marque d'artiste créateur, éloigné du poids et du nombre que nécessitent les modèles d'animation dominants. I really believe in hands, the intelligence of hands. I think hands are really smart. Hands have been on the job so much longer than the brain. So I like thinking with my hands and building. Reprenant cette gravure de Maurice Cornelis Escher, Drawing Hands, qui illustre pour nous toute la relation paradoxale du dessinateur et du dessin, un dernier stade pourrait bien être la main dessinée dessinant, motif final du dessinateur, tel qu'on le retrouve par exemple à certains moments de retouche de Georges Zwiesgobel, ou en un décalque totalement dessiné de la Linéa, la série Gribouille de Greta Rose et Sean Scott. Il faut toutefois se demander aussi si Paul n'allait pas encore plus loin dans cette évidence du dessin et de l'art, en rappelant que l'enfant de l'art n'est finalement autre que le jeu créateur, dessin libérateur premier de l'imaginaire qui nous construit et dont on retrouve le souffle dans la plupart de nos exemples récents. Dans un extrait d'un texte paru dans Paris Soir le 15 septembre 1934, Paul revient sur sa création. Ouverture de la citation. Je fis donc poser sous l'œil de mon appareil, devant un mur très blanc, un enfant de 8 ans, un très jeune artiste en herbe, qui me charbonna un bonhomme naïf, représentant le fameux général à la tête en boule, aux membres d'un seul trait, ayant sur la tête le chapeau triangulaire classique. Puis le jeune artiste se retira, laissant son œuvre sur le mur. Au bout d'un court instant, on pouvait voir le bonhomme charbonné, descendre et se lancer dans le monde imaginaire.
où il retrouva ses semblables, avec qui, comme de juste, il palabra, se battit, etc., etc. Le dessin animé était né. La circulation d'une telle image, à mi-chemin entre réalité du cinéma naturel et réel du cinéma d'animation, est devenue absolument virale aujourd'hui avec Internet et les vidéos de dessin. Mais elle garde toujours sa force propre, celle d'une ouverture, d'une circulation, d'un générique, affirmation du geste créateur le plus simple, comme dans ce Life Drawing at the Book Club. À un moment où, après un siècle, le cinéma a de nouveau changé d'air, le numérique balayant les rapports entre images réelles et images recréées, la persistance du même de la main dessinant ce qui va s'animer, seul, est devenue la marque d'une création indépendante, refusant ce que la technologie implique de collectif, de partager, pour toujours souligner que la création doit à l'individualité. La main est alors, plus qu'un auteur ou un acteur, bien celle de l'enfant qui rêve à devenir Dieu. Nous terminerons donc cette circulation sur une apothéose, celle du court-métrage Passo d'Aleu Abreu, qui reprend à merveille, en mêlant oiseaux et cage, main et tête, dessin et animation, cette circulation devenue recréation et récréation infinie.